tous ceux et celles à qui je n'ai pas encore eu l'occasion de dire bonjour aujourd'hui. Heureux d'être parmi vous à Nice, c'est un grand plaisir. Merci de votre accueil. Surtout pour parler, on a dit qu'on allait parler du passage du mental au supramental. Le son n'est pas terrible, hein, je ne sais pas ce que ça va donner à l'enregistrement, mais bon, on verra. Ça veut dire quelque chose, le supramental, pour vous ? Non. Bon, comme ça, c'est réglé. On va parler d'autre chose. Bon, c'est quoi ça ? C'est quoi ? Un cercle avec un point. Il y a d'autres opinions ? Comment ? Il y a des astrologues ? Comment ? Oui, il y a des astrologues dans la salle ? Présente le soleil. Un atome, bonne idée. Et vous me disiez aussi la conscience, c'est-à-dire, ça ce serait quoi ? Ça c'est l'infini, ça ce serait zéro ? Ok. Vous avez tous l'impression d'être au centre de l'infini, pas vrai ? Au centre de l'univers ? Oui, oui. Vous dites oui ou non. Hein. Vous avez tous l'impression d'être au centre de l'univers. Ok. Non, vous n'avez pas l'impression. Je ne sais pas, parce que si vous arrivez à donner une limite d'un côté différente d'une limite de l'autre, vous dites je ne suis pas le centre. Mais je ne sais pas si vous allez y arriver. Vous êtes obligé de reconnaître l'absence de limite en toute dimension, en toute direction. Bref, ben oui, mais bon, dans l'ensemble, disons... ça va faire l'Arsène tout à l'heure. Dans l'ensemble, on a quand même l'impression d'être au centre de l'infini. Enfin, de l'infini, de l'univers, disons. Mais pourquoi ? Vous êtes tous venus ici, vous êtes tous des gens qui vous intéressaient à la spiritualité, à toutes ces choses-là. Et vous savez bien qu'on est un. Vous savez bien qu'il n'y a pas d'extérieur. Vous savez bien que tout est intérieur, que tout est l'esprit, non ? Oui, non ? Oui ? Alors comment ça se fait que si tout est en nous, on a l'impression que tout est extérieur ? Vous êtes déjà posé cette question ? Ah, ben il va être grand temps de la poser, cette question. Parce que c'est quand même quelque chose, ça. Tout le monde s'identifie au zéro et a l'impression que l'infini est à l'extérieur, mais on sait qu'on est en fait tout ça. Oui ou non ? On sait qu'on est tout. Ok ? Est-ce que, pour aller très vite, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, je vous lance la question comme ça parce que je l'utilise souvent et ça fait méditer. C'est important pour se rappeler à l'ordre. Quand on a un peu de difficulté à se dire oui, bon, d'accord, je suis tout, je suis l'autre, nous sommes un, etc. Mais enfin, j'ai quand même l'impression que mon percepteur, c'est pas moi, et ainsi de suite. Alors, pour se reprendre un peu à l'ordre, je pose la question et je vous la pose. Est-ce que je peux avoir conscience de quelque chose qui ne soit pas dans ma conscience ? Vous pouvez avoir conscience de quelque chose qui ne soit pas dans votre conscience. Alors, je vais vous interviewer. C'est la punition. Reposez la question, s'il vous plaît. Je vais vous poser la question autrement. Est-ce que vous avez conscience de moi ? Absolument. Ouais ? Génial. Mais alors, je suis dans votre conscience ? Pourquoi pas ? Ben, je suis dans votre conscience. Des doigts d'attraction, effet miroir. Oui, je suis dans votre conscience. Ah oui, si j'étais extérieur à votre conscience. Dans ma conscience. Bah oui, Bah oui. c'est bien ça. Donc vous dites oui. Oui. Eh ben, c'est parfait. Elle a gagné. Non, c'est une de ces certitudes premières auxquelles il faut s'habituer parce que notre mental n'aime pas du tout s'habituer à ce genre de choses. Il passe son temps à vouloir croire le contraire. Hein.
il a tendance à vouloir croire, par exemple, que quand on vous dit ça, c'est un atome, ok, c'est pas la même chose que de dire ça, c'est moi. Et pourtant, c'est ça, c'est la même chose. Et quand on dit c'est le soleil, le symbole du soleil en astrologie, on dit c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Il n'y a pas d'autre symbole, il n'y a pas d'autre façon de représenter ça et de représenter le paradoxe de l'être, le paradoxe du néant, en fait, que par ce dessin-là. On peut chercher d'autres choses, évidemment, il y a d'autres symboles, mais ce symbole-là, il permet de comprendre ce que c'est que... Enfin, il ne permet pas de l'expliquer, mais il permet au moins de le formaliser un peu. Je me crois au centre, mais je suis tout. Je me crois au centre du tout, et pourtant je suis tout. Donc, qu'est-ce que je fais? Je passe mon temps à essayer de rétablir la vérité. Je passe mon temps à essayer de réaliser ce que je suis. On est tous ici dans un salon de la spiritualité parce qu'on se cherche, parce qu'on a envie d'être soi-même, parce qu'on a envie de développer notre potentiel, de se réaliser spirituellement, même si on ne se le prononce pas. On veut s'épanouir psychologiquement, c'est déjà pas mal. Mais on est là pour ça. Et on est là pour ça parce qu'on a l'intuition qu'effectivement, je suis déjà tout, puisque tout est dans ma conscience. Tout ce dont j'ai conscience est dans ma conscience. Mais néanmoins, j'ai l'impression d'être au milieu. Conclusion, je me trompe. Et si je me trompe, il y a urgence à rétablir la réalité. Parce que tous nos problèmes viennent de là. Et il n'y en a pas d'autres. Il n'y a pas d'autre problème à la source que ce paradoxe de l'être qui est tout et ne peut pas faire autrement que d'avoir le sentiment d'être séparé de tout. Pas de tout, de presque tout. Parce qu'on s'identifie à un petit bout du tout, ce qu'on appelle l'ego. C'est presque. Et donc on essaye de rétablir la réalité, la vérité. Comment ? C'est quoi ce processus qui consiste à, quand on se croit ici, devenir ça? On peut le dire comme ça. Super égo. Ça s'appelle l'amour. Vous avez déjà entendu parler d'amour? Hein? Oui. Il y a des comptes qui vont se régler à la fin de... Bref. Oui, mais ça s'appelle l'amour, évidemment. On essaye de réintégrer en soi ce qu'on perçoit à l'extérieur. Alors comment on fait? Je ne sais pas, on va se prendre dans les bras, par exemple. On va faire ce qu'on peut. On va se prendre dans les bras, mais comme par hasard, il y a les corps qui nous séparent. On n'arrive pas à fusionner. On voudrait bien fusionner. Tout le monde voudrait fusionner. On passe notre temps à essayer de fusionner avec tout ce qu'on rencontre. Mais on ne peut pas. Il y a toujours le corps, c'est-à-dire l'atome, c'est-à-dire ça. Le noyau au milieu et les particules autour, qui font que quand on rencontre un autre atome ailleurs, on se cogne. Donc, c'est important de cerner un peu la vraie problématique de l'être. On devrait être tout, on a le sentiment d'être quelque chose qu'on appelle l'ego. Ce à quoi je m'identifie, j'appelle ça l'ego. Et disons plutôt que ce qu'on appelle l'amour, c'est plutôt la réintégration de ça en soi. Ce n'est pas la séparation. La séparation, c'est plutôt ce qu'on appellerait la conscience. Hein? Vous êtes d'accord avec ça? Le fait d'avoir le sentiment que je suis à l'extérieur de ce que je crois être, et donc que je ne suis pas, puisque je suis tout. Je crois être cet ego, je crois être Franck, par exemple, et le processus qui consiste à me croire au centre de moi-même, c'est ce qu'on appelle la conscience. Alors après, il s'agira évidemment d'expliquer pourquoi il y a cette séparation qui se fait. Pourquoi la conscience naît. Et elle naît évidemment à chaque instant. Je ne vais pas rentrer dans ces détails aujourd'hui. Vous imaginez bien, on n'est pas là pour 3 heures ou 3 jours. Donc, on ne va pas expliquer l'origine de la conscience. Mais c'est juste pour que vous compreniez un peu la problématique et que ce soit clair pour vous. Qu'est-ce que c'est que le cheminement qu'on est en train de faire ici ou ailleurs, enfin, que tout le monde fait, partout. Même les chiens, les chats, les palmiers, les
Les particules atomiques, on fait tous ce même cheminement. On se croit quelque chose. Et on sait qu'on est tout. Et donc, on essaye de s'aimer. Au départ, on se croit quelque chose parce qu'on s'est rétracté. On n'est pas, on n'est jamais cet infini. Et on n'est jamais cet infini pour une raison très simple, c'est que l'infini ne peut pas être. L'infini, c'est toujours un potentiel. C'est toujours une possibilité, une nécessité. Il faut qu'il y ait un infini. Il ne peut pas ne pas y avoir d'infini, parce que si vous n'aviez pas d'infini, ben, il y aurait autre chose. Et il y a un seul tout. Et ce tout, il est forcément infini. Sinon, ça ne peut pas aller. On ne peut pas renoncer et refuser cette évidence que l'infini est une nécessité absolue, mais qu'en même temps, c'est une impossibilité absolue. Et c'est ce paradoxe-là. Ça ne peut pas être infini, puisque si c'est infini, c'est que c'est quelque chose. Quelque chose qui serait infini, ce serait comme les nombres qui seraient infinis. Vous ne pouvez pas avoir un nombre infini. Si vous aviez un nombre infini, vous dites, ben, l'infini, il existe, il y a un nombre infini. Mais non, il n'y a pas de nombre infini. Par contre, il y a une nécessité qu'il y ait une infinité de nombres. Ça n'a rien à voir. Vous pouvez toujours en rajouter des nombres. C'est donc illimité et non pas infini. Il ne faut pas confondre. Tout le problème de notre mental, c'est de confondre les mots. Parce que ça permet de ne pas comprendre les choses. Et ce qu'on fait avec le mental, c'est d'essayer de défendre cet ego-là, cette position où on se croit séparé des autres égos, on se croit séparé de l'infini, etc. Pourquoi on fait ça? Parce que le mental, bon, c'est son boulot de défendre l'ego mental. C'est un aspect de la conscience, le mental. C'est une partie de la conscience, c'est une fonction de la conscience qui consiste justement à empêcher d'être infini. Disons que ça manifeste l'impossibilité d'être infini. L'infini n'est pas possible, c'est toujours une tendance, c'est toujours une nécessité, on y va toujours. La manifestation de cette impossibilité, c'est le mental. Le mental conscient. Le mental, c'est conscient. Le conscient et le mental, ça se confond grosso modo. Et le mental, il va toujours nous défendre en tant qu'ego, parce qu'il sait bien, on sait bien au fond de nous-mêmes, que si on était tout, on ne serait rien. C'est-à-dire que si c'était l'infini, ce serait nul. Et ça, c'est impossible. Le fait de défendre cela, c'est ce qu'on appelle le mental. C'est ce qui fait qu'on est matériel. C'est cette dualité, c'est ce paradoxe, cette rencontre de deux nécessités. D'un côté, il est absolument nécessaire d'être infini, mais cet infini n'est jamais réalisé, donc on y va, donc on évolue toujours, on a une évolution permanente, une évolution perpétuelle. Il n'y a que l'évolution, il n'y a pas d'état. Ça aussi, vous l'avez remarqué. Quand on dit « je suis un égo », c'est pas vrai. Je ne suis pas un égo parce que l'ego, je ne peux pas le définir. À chaque instant, il est différent. Mon ego, il n'est pas pareil maintenant qu'il était il y a 5 minutes. Et pour aucun d'entre vous, ce serait le cas. L'ego, il change tout le temps. À chaque instant, c'est des nouvelles mémoires. L'ego, c'est constitué par des mémoires. Donc cet ego, il est jamais définissable, pas plus que l'univers. On ne peut pas dire il y a un univers. Quel univers? Celui de maintenant ou celui d'il y a 5 minutes? Ou celui de demain? C'est quoi un univers? Où ça commence, où ça finit? On ne peut pas définir un univers. Donc il ne faut pas le définir. Il faut le définir en tant que principe, en tant que nécessité, en tant que besoin, en tant que ce que vous voulez, mais pas en tant que réalité. Et le défaut qu'on a, c'est qu'on veut se définir en tant qu'ego comme une réalité et définir l'univers qui va avec comme une réalité. Je dis bien qu'il va avec parce qu'à chaque ego correspond un univers. Ne me dites pas qu'il y a un univers. Dites-moi que chacun d'entre vous, vous avez un univers. Chacun d'entre nous, c'est la conscience d'avoir un univers spécifique, personnel, qui est différent. Tous différents. Il n'y a pas 2 personnes ici qui avaient le même univers. Même si vous avez tous l'impression pour l'instant, et provisoirement, d'être dans la même pièce avec le même Gus qui raconte les mêmes histoires, en réalité, vous le voyez tous sous des angles différents, vous avez un univers différent. Puis il y en a qui viennent de chez eux, qui ont laissé leur chien à la maison, d'autres qui l'ont laissé dans la voiture, d'autres qui n'ont pas de chien du tout. Vous avez des univers différents. Donc vous n'avez pas, ce sont des mémoires différents. À chaque ego correspond un univers. Et l'univers, alors c'est quoi dans cette histoire? Pourquoi on parle de l'univers? Pourquoi on dit l'origine de l'univers? Ça veut dire quoi? Où est-ce qu'on peut définir un univers? On ne peut pas non plus définir un ego. Et bien le mental, il est là pour essayer de remédier à cette évidence-là et la renier, cette évidence-là. Et nous faire croire qu'on est quelque chose, nous faire croire qu'on est un ego, et nous faire croire qu'on a un univers bien spécifique et cet univers existe.
Et c'est pour cela qu'il va passer son temps à nous faire renoncer à comprendre. Et qu'on va tourner autour du pot pendant des siècles et des milliers d'années et se réincarner, etc. parce qu'on ne comprend jamais. Et on ne comprend pas toujours parce que le mental, il fait en sorte qu'on ne puisse pas comprendre. En fait, il a peur. Le mental, c'est pas méchant le mental. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut supprimer le mental, pas du tout, c'est un outil formidable. Mais, et vous le savez, dans les milieux spirituels, on est toujours entendu dire qu'il faut supprimer le mental, etc. Il ne faut pas le supprimer, pas du tout. Simplement, il faut le remettre à sa place. Mais bon, le mental, il nous dit toujours, tu es quelque chose et les autres, ils sont quelque chose aussi. Parce que si les autres, ils n'existent pas, alors moi, je n'existe pas non plus, donc ça ne va pas. J'ai envie que tout ça existe, j'ai envie que tout soit matériel. Alors que ça ne l'est pas. Donc si on continue de fonctionner avec ce mental-là en essayant de comprendre les choses, on n'y arrivera pas. Et c'est ce qu'on fait en physique. Le travail de la physique, ça consiste à observer la matière, à étudier la matière, à analyser la matière. Le but psychologique de cela, c'est de confirmer la matière. C'est un but égotique, purement égotique, de confirmation de la matière, parce que le mental, qui fonctionne dans ce genre de science, son boulot, c'est de défendre l'ego. Et il continue, il veut le défendre, etc. Alors que si il était rationnel, ce mental, s'il acceptait les évidences du genre, à partir du moment où j'ai conscience d'une chose, c'est que cette chose est dans ma conscience, n'est-ce pas? S'il acceptait cette chose-là, il perdrait pied, parce qu'il dirait, mais alors je ne suis rien, parce que tout est moi, et où je commence, où je finis, ça ne va pas. Le mental, il a besoin de cette séparation pour que l'ego ait une substance. Et c'est utile qu'il ait une substance, cet ego. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est le paradoxe qui est en nous et qui fait qu'on ne peut pas du tout travailler comme on travaille d'habitude, comme on croit pouvoir travailler. Parce que, bon, vous avez entendu parler de la 5e dimension, de la 3e dimension, tout ça. Je suppose. Oui, non? Oui. On est dans... C'est quoi une dimension? Un quoi? On peut dire ça comme ça. Oui, c'est une relation. Bon, ok. Dans l'évolution globale, on est, disons, on va faire un petit dessin. Oui, mais une fréquence de quoi? Ça veut dire quoi une fréquence? Ça veut dire quoi une vibration? Ça veut dire quoi un plan? Ok. Oui, une fréquence vibratoire. Mais une fréquence vibratoire, c'est quoi? C'est une relation, comme je voulais suggérer dans ce petit dessin, il y a tout. Vous avez aussi le fait que ça, c'est pas fini, évidemment. C'est infini, c'est évolutif. Mais cela, c'est notre but. C'est puisque c'est ce qui devrait être et c'est ce qu'on refuse d'être. On fait tout pour rester un ego, mais en réalité, on est tout ça. Donc tout ça, c'est notre but. Notre but, c'est l'infini. C'est parce que notre but est l'infini qu'on évolue. Si on fait de la spiritualité, c'est parce que notre but est l'infini. C'est pas parce que notre but, c'est d'être un autre ego. Pour devenir l'infini, il faut passer par d'autres égos. Ok, on va changer d'ego régulièrement. Donc dans une vie, on change d'ego, mais là, on a changé d'ego toutes les 5 minutes. On change d'ego tout le temps. À chaque instant, on change d'ego. Donc on évolue tout le temps. Le temps vient du fait que l'infini est nécessaire et impossible. Le temps. Donc aucun physicien ne peut vous expliquer évidemment ce que c'est que le temps. Ce n'est pas un problème physique, c'est métaphysique. Donc le temps, c'est le fait que l'infini est nécessaire et impossible. Donc on a toujours l'impression d'y aller et on aura toujours l'impression d'y aller. Il n'y aura pas de fin à ça. Par contre, bon, dans une même vie, on va avoir des égos qui changent tout le temps, mais il y aura un moment aussi où notre corps qui permet de manifester ses égos pendant un certain temps, il ne peut plus servir à ça, il faut en changer. Hein. Il faut changer d'ego. Et donc, en fait, si je vous représente ça sous un autre angle, sous forme de pyramide, je vous ai séparé le zéro et l'infini. Là, on a la conscience. Qui se croit au zéro et qui se croit là alors que c'est tout ça. La conscience n'est pas le zéro au centre. Vous n'êtes pas la conscience au centre. Vous êtes la conscience qui se croit au centre. Et elle ne peut pas faire autrement puisque ça consiste à s'opposer à l'infini. Donc, on est dans cette opposition zéro-infini. Et on va essayer de refaire l'unité avec le tout, avec le un, avec l'infini.
Et ça, c'est ce qu'on appelle l'amour. Donc c'est le même dessin, vu sous un autre angle. Et pour passer de la séparation absolue à l'unité absolue, il faut passer par tout un tas d'étapes qu'on appelle des niveaux vibratoires, des plans, etc. Tous ces plans, ce sont aussi des règnes. Et ce sont aussi des dimensions. Ce sont des dimensions parce que, par exemple, si vous vous trouvez au... oui, on va changer un peu de couleur. Si nous, en tant qu'être humain, on se trouve ici, supposons, mais ce n'est pas arbitraire de le dire parce qu'il y a un côté médiateur, un côté central à l'être humain dans l'évolution. On se croit ici, ok. En dessous, on s'est cru des animaux. En dessous, on s'est cru des végétaux. En dessous, on s'est cru des minéraux. On s'est cru des particules atomiques, etc. Mais on va vers le 1. Et quand on part au départ, on est un nombre incalculable de points dans l'infini. Et ces points deviennent des particules, pour des raisons qu'on explique. Mais tout ça, c'est des choses qui sont expliquées en détail dans les bouquins et dans les cours de l'Université francophone de haute métaphysique. Ça vaut la peine d'aller au fond de ces choses pour les comprendre. Après, ça devient une planète, c'est du minéral. Il y a beaucoup de minéral, pas beaucoup de végétal, encore moins d'animaux et encore moins d'humains, et ainsi de suite. Plus on monte, moins on est nombreux. Plus on évolue, moins on est nombreux. Plus j'évolue, moins je suis nombreux. Parce qu'au départ, je me crois très dispersé. Après, je me crois... Le but, c'est que je me reconnaisse un. La réalisation spirituelle, ça devrait être... C'est à peu près ça, de se reconnaître un. Mais pour un être humain, la réalisation spirituelle, c'est de se reconnaître un en tant qu'humain, autant que faire se peut. Mais c'est jamais totalement se reconnaître un. Parce qu'à aucun niveau de l'évolution, on aura vraiment le sentiment d'être infini. Le sentiment d'être infini n'est pas possible. Il n'y a pas de conscience infinie. La conscience, c'est une recherche d'infini, permanente. Uniquement une recherche d'infini. Tout le temps, on évolue, tout le temps, on est de moins en moins nombreux. Donc on va être des anges, des archanges, tout ce que vous voulez. On va croire qu'on est de moins en moins nombreux, et tout cela dans le but de devenir un, d'avoir le sentiment d'être un qui contient tout, le zéro qui contient l'infini, et non plus le zéro qui se sépare de l'infini. Mais on n'y arrive jamais. Donc on évolue tout le temps. L'évolution, elle est permanente, elle est éternelle. Et cette évolution, c'est les différents règnes. Hein, et c'est les différents corps, c'est pareil, les différentes dimensions, c'est pareil. Il n'y a pas 36 vérités dans l'univers, il y en a une, il n'y en a pas 36. Et on donne des noms différents à des choses qui sont la même chose. On parle du temps, on parle de l'amour, on parle de l'attraction, mais c'est la même chose. Il n'y a aucune différence entre amour, gravitation et temps, c'est la même chose. Comme la conscience et l'espace, c'est la même chose. La conscience, ça consiste à placer un espace, à créer un espace. À placer l'infini à l'extérieur. Et c'est aussi la répulsion. C'est la répulsion puisque je repousse l'infini. Et c'est cette combinaison de l'attraction et de la répulsion qu'on appelle l'énergie magnétique. En réalité, il vaut mieux appeler ça conscience et amour. C'est la même chose, et c'est l'esprit. L'esprit, quand on parle de soi, on dit c'est l'esprit. Quand on parle de l'univers, on dit c'est de l'énergie. Mais c'est le même être. Hein, ça, je veux dire, c'est de l'énergie. N'importe quel physicien, il va analyser ça, il va dire c'est de l'énergie. Bah oui, parce que, vu de mon point de vue de l'ego, c'est extérieur. Alors, je ne vais pas dire c'est de l'esprit. L'esprit, c'est quand c'est moi. Mais le jour où j'intégrerai ça, où j'aurai intégré tout ça, eh bien, je dirais, moi, c'est ça. Et ça dont je parlais comme si c'était de la matière ou de l'énergie, en réalité, je l'inclurais dans ce que je prétends être de l'esprit. J'aurais raison de le faire. En fait, tout est l'esprit. L'esprit vu de l'extérieur, on appelle ça la matière. C'est pas grave. Donc, on a ce sentiment d'évoluer en permanence. On ne peut pas faire autrement que d'évoluer. Et ces différents règnes correspondent à nos corps. Ils correspondent, par exemple, au corps physique. Notre corps physique, le corps minéral, notre corps de chair, c'est-à-dire des sels minéraux, hein, c'est de l'argile, c'est du sel, vous appelez ça comme vous voulez, peu importe. Corps physique. Le monde minéral, c'est notre corps. Nous sommes la concentration de l'énergie ou de la volonté ou de l'esprit du minéral. Et nous sommes aussi la concentration de tout le végétal. Le végétal est la concentration de tout le monde minéral. Il faut beaucoup de minéral pour faire un peu de végétal, en passant par les lichens, les mousses, etc. Et ce végétal, c'est la même conscience qui se croit dispersée dans une masse énorme
qui est la base végétale, bon, et qui nous constitue notre corps éthérique, c'est-à-dire les échanges chimiques en nous, le fait de digérer, le fait d'absorber la lumière, de la transformer, l'oxygène, etc. Tout ça, c'est du végétal en nous. C'est notre corps végétal. On ne s'en rend pas compte parce que nous, on s'identifie seulement au mental, c'est-à-dire au niveau humain. Là, on a donc l'éthérique. Et puis, on a l'émotionnel. Entre les deux, c'est quoi l'émotionnel? C'est les animaux. Les animaux sont notre corps émotionnel. Les animaux n'ont pas de mental, ou très peu, un petit peu. Ils évoluent vers le mental, comme nous évoluons vers le supramental. Ils ont un peu de mental, mais ils sont surtout émotionnels. Quand vous rentrez à la maison et que vous retrouvez votre chien, il court partout, il saute, il remet la queue, il vous lèche, etc. Il ne peut pas réfréner ses émotions parce qu'il n'a pas de mental. Alors que vous, quand vous rentrez à la maison, la personne qui vous accompagne, elle ne va pas sauter, oh mais vous êtes partout, vous léchez partout et tout. Parce qu'elle a un mental. Vous avez remarqué ça? C'est bien, on a la même vie alors. Donc, l'être humain, il est mental. Alors ça, c'est la première dimension, on peut dire ça comme ça. Ça, c'est la deuxième, ça, c'est la troisième, et ça, c'est la quatrième. Et puis, on va vers la cinquième. C'est quoi la cinquième? C'est ce qu'on appelle manas en sanskrit, traditionnellement. C'est le supramental. Alors, vous comprenez bien que pour passer du mental au supramental, ce qui est notre mission immédiate, puisque nous sommes des humains dans cette dimension, on fait de la recherche, qui n'a pas duré longtemps et qui ne va pas durer encore très longtemps. La quatrième dimension est un passage très rapide, très éphémère, entre la troisième et la cinquième. En général, on ne parle même pas de la quatrième. On les mélanger entre les deux. Cette quatrième dimension, elle a commencé il y a quelques milliers d'années, elle s'arrête. On arrive au bout. Parce qu'il n'y a plus de raison de chercher encore très longtemps avec le mental, avec l'ego. Le mental qui consiste à vouloir défendre l'ego, il commence à ne plus avoir de raison d'être. Petit à petit, l'humanité évolue, vous vous en êtes rendu compte. Oui. Et petit à petit, on va au bout du matérialisme. On est en train d'y aller un maximum. Le mental, il veut tout contrôler, il veut tout retenir, il veut tout posséder, il est en concurrence avec les autres. Et puis, la communauté européenne qui veut nous pousser à être en concurrence. Et puis, tous les égos veulent être en concurrence. On va être séparés les uns des autres. Et on se crispe sur cette position-là parce qu'on sent bien qu'on va lâcher. Et on va lâcher. On arrive au bout de ce matérialisme qui a commencé avec la recherche scientifique, beaucoup. Quand on a voulu évacuer Dieu au profit du hasard. La notion de hasard est née il y a 300 ans, grosso modo. On ne parlait pas de hasard avant. Ça ne serait venu à l'idée de personne dans l'Antiquité de parler de hasard. Ça ne veut rien dire. Tout le monde disait, bien sûr, il y a une direction, il y a quelque chose qui dirige l'univers, il y a une intelligence cosmique, vous appelez ça comme vous voulez. Ça paraît aller de soi. Et puis, il y a quelques siècles, il fallait passer dans une étape de matérialisme extrême, et pour ça, il a fallu passer par la science, par le scientisme, et croire à la matière, et ne croire que à la matière, et ne croire à rien d'autre. Donc, ça a donné tout un tas de sciences pendant un certain temps, qui sont toujours remises en cause. Les théories scientifiques changent tout le temps. Elles se complexifient tout le temps, ce qui est bien la preuve qu'elles sont à côté du problème. Sinon, elles ne se complexifieraient pas, elles se simplifieraient au contraire. Elles iraient vers plus de simplicité. Et puis, à force de vouloir analyser la matière, d'analyser l'atome, etc., on est obligé d'interrompre les mouvements parce qu'on ne peut pas voir un atome. Personne n'a jamais vu un atome, c'est pas possible. On voit les atomes dans le ciel, on voit le cosmos, on voit les étoiles, les planètes, tout ça, ok. Mais un atome dans la matière, ça, on ne la voit pas. Il faudrait que nos yeux ne soient pas constitués d'atomes pour qu'ils puissent voir les atomes. Les atomes peuvent se constater entre eux en tant qu'atomes, mais pas en tant qu'œil qui voit un atome, ça n'existe pas. Et donc, ces atomes, cette science qui a voulu et qui cherche encore aujourd'hui à intercepter la matière en disant « ça y est,
on a réussi à trouver la brique originelle, la vraie brique de matière, elle est là, on la tient. Oh puis non, on la tient pas en fait, c'était pas ça. Oh, on en tient une autre, cette fois-ci c'est la bonne, c'est la matière, voilà, elle est là, matière. C'est ce boson-là. Ah ben non, c'est pas encore celui-là, il y a encore quelque chose dedans. Et ainsi de suite. Toute cette attitude scientifique, entre guillemets, a été obligée de se confronter à l'instant présent. Parce que pour observer les particules atomiques, il faut les interrompre. Quand on regarde le ciel, on voit les planètes dans leur mouvement. On peut dire, tiens, hier elle était là, la Lune, aujourd'hui elle est là, demain elle sera là. Pas de problème. Dans les particules atomiques, vous ne pouvez pas, vous voyez rien. Pour les voir, on va essayer d'arrêter tout, d'arrêter les mouvements. Le problème, c'est quand on arrête les mouvements, il n'y a plus rien. Et les physiciens semblent bien embêtés, parce qu'en voulant prouver la matière, en pouvant trouver qu'est-ce que c'est que la matière, ils trouvent qu'il n'y en a pas. Comment on fait alors? Ben, on change de métier. Il n'y a pas d'autre chose à faire. On fait de la métaphysique, parce que ça, c'est de la métaphysique. Tout ce que je vous parle là, de la métaphysique. J'ai rien contre les physiciens. Les physiciens sont des gens charmants qui cherchent comme nous. On cherche tous, on a tous des désirs spirituels. On cherche tous à se réaliser. Je parle des théories. Les théories, bon, ça dure le temps que dure la 4e dimension, et puis après, il n'y aurait plus besoin. On passe à autre chose parce qu'on a compris notre unité et c'est devenu quelque chose qui va de soi. Dans la 5e dimension, l'unité entre moi et l'autre n'est pas une hypothèse, n'est pas une supposition, n'est pas un espoir. C'est une évidence première à chaque instant. Évidemment, on est un. Et donc évidemment, on ne va pas se comporter comme on se comportait dans la 3e dimension, où on va essayer d'exploiter l'autre, de le voler, d'accumuler, d'exploiter les animaux, de les manger, etc. C'est pas possible. On ne peut plus faire ça après, parce que on est un avec ça. On peut être qu'en solidarité avec. On ne peut que aimer. On va aimer beaucoup plus parce qu'on a compris que l'autre, c'est soi. Et c'est toujours comme ça que ça se passe. Quand vous aimez quelqu'un, c'est parce que vous ressentez que vous êtes cette personne. Et vous sentez cette personne parce que vous avez des atomes crochus, parce que vous avez des choses semblables, des sentiments semblables, un même passé, des mêmes souffrances, etc. Ah, on s'aime. En réalité, vous analyseriez n'importe quelle autre personne autour de vous, vous l'aimeriez autant, parce que vous y trouveriez aussi les mêmes souffrances, les mêmes problèmes, les mêmes volontés d'évolution, etc. Il n'y a pas d'exception. Et que si on analysait un chat, pareil, on trouverait la même chose. Et si on analysait un microbe, ou si on analyse un caillou, c'est pareil. Le caillou, il cherche la réalisation spirituelle. Il ne peut pas, en tant que caillou. Il ne peut pas. Et de toute façon, il va rester caillou pendant des milliards d'années. Parce que plus on est bas dans l'évolution, plus le temps est long, plus la vitesse de l'énergie est lente. Nous, en tant qu'être humain, la vitesse de l'énergie, c'est 300 000 km à la seconde. Mais quand on était des minéraux, c'était beaucoup plus lent que ça. Et quand on sera des anges et des archanges, ce sera beaucoup plus rapide que ça. Ce qui fait qu'eux, ils sont déjà là, mais on ne les voit pas. Parce que leur vitesse d'évolution est beaucoup plus rapide que la nôtre. Mais ils sont là, évidemment, comme les minéraux sont là. Les minéraux n'ont pas disparu parce que les êtres humains sont apparus. Vous avez remarqué ça aussi. La même conscience se vit à tous les étages en même temps. Mais il y a les étages qu'on veut bien voir et les étages qu'on ne veut pas voir parce qu'on ne les a pas encore intégrés. Et lorsque donc vous serez dans la 5e dimension, ici, dans Manas, eh ben, vous verrez les êtres humains, vous verrez les animaux, vous verrez les végétaux, vous verrez les minéraux, vous verrez tout ça pareil. Mais vous serez un peu plus haut et vous aurez des relations un peu plus rapides, un peu plus fluides avec ce monde que pour l'instant on croit extérieur. Et des fois, quand on est là et qu'on meurt, eh ben, on va visiter ça et après on redescend. On va rarement beaucoup plus haut. Des fois, on va plus haut parce qu'on est attiré par ça. C'est le but. C'est le but. Comprenez bien que seul le but crée de l'énergie et c'est le but qui nous fait avancer. Comme ce but est inaccessible, l'évolution est éternelle et donc la conscience est éternelle puisque seule la conscience fait l'évolution. Le fait que la conscience est éternelle n'est pas une hypothèse. On peut en être absolument certain. On peut en convaincre absolument le mental. Le mental qui ne veut pas ça. Parce que le mental, il s'identifie à l'ego. Donc il s'identifie au corps. Donc il croit qu'il va mourir et qu'il va mourir en tant qu'être en même temps qu'il meurt en tant que corps. Ce qui est évidemment faux.
Parce que le corps n'est qu'une étape, un état provisoire, une croyance provisoire de l'être. Et après, il y a d'autres corps qui vont les remplacer. Un corps chasse l'autre. Donc vous imaginez bien que le mental a compris ça de façon hyper rationnelle. Nous, c'est notre grande affaire, c'est l'hyper-rationalité. C'est-à-dire être totalement rationnel, ne pas faire d'hypothèses. En métaphysique, on ne peut pas se permettre de faire des hypothèses, parce que si on fait des hypothèses, c'est foutu. On ne peut rien connaître. En science, on passe son temps à faire des hypothèses. On ne peut rien vérifier en réalité. Donc on n'avance pas en tournant rond. Ça, c'est inévitable. Donc je reviens là-dessus parce que je vous disais, en physique quantique, par exemple, on interrompt les mouvements. Donc on voit des traces de quelque chose, on dit il n'y a pas de particules, c'est quoi ça, on interprète, etc. Mais c'est le fait d'être confronté à l'instant présent, qui est la seule réalité. Alors que, vous faites bien de regarder votre montre, il faut que je regarde aussi. Tout est présent, évidemment. Mais dans la troisième dimension, on voit tout dans le temps. On voit tout comme si c'était dans le mouvement, dans l'apparence de ce qui bouge tout le temps. Et donc la confrontation du mental à cette croyance, il s'identifie à cette troisième dimension, il s'identifie à ce corps, à cet ego, et il s'aperçoit que quand il analyse l'ego, il n'y a rien, il est perdu. Alors il ne sait pas comment s'en sortir. Et il essaye de concilier ces observations qui sont réelles avec des théories anciennes qui, elles, sont évidemment fausses. Donc il est obligé pour ça de créer des théories extrêmement compliquées qui rendent compte d'une réalité présente, tout en utilisant l'épistémologie des sciences antérieures. Et ils ne peuvent pas faire autrement, parce qu'en physique, on ne peut pas faire table rase de l'épistémologie sur laquelle on s'est fondé. La science quantique s'est fondée sur la même épistémologie que la science. L'épistémologie, c'est les principes de base de la science, qui fait qu'on fait une preuve, ce que c'est qu'une théorie, ce que c'est que... tous les fondements de la science, c'est de l'épistémologie. Et c'est des fondements philosophiques, évidemment. C'est des croyances. C'est des... Bon, c'est bien, c'est indispensable. Mais lorsqu'on est confronté avec deux choses absolument contradictoires comme ça, eh ben, on est obligé, pour s'en sortir, de contorsions théoriques terribles, mathématiques, et de rajouter toujours des nouvelles théories pour justifier les contradictions des autres théories. Ça, c'est dramatique. Mais ça ne va pas durer ça va pas durer très longtemps encore, ne vous inquiétez pas. Les choses qui sont très vraies et très bonnes et très justes dans la mécanique quantique, on s'apercevra en fait que la cause est complètement ailleurs, que c'est l'esprit qui a toujours été premier, qui n'a jamais eu la matière, que c'était une perte de temps d'étudier la matière, pas une perte de temps pour le mental. Hein. Le mental, il veut le pouvoir, et avec l'étude de la matière, ça, du pouvoir, il en a. Il peut faire des bombes atomiques, il peut faire des technologies, des téléphones portables, tout ce que vous voulez. Ça, c'est le mental. Il fait ça très bien, parce qu'il analyse la matière, donc il voit des phénomènes, il peut les reproduire. Mais comprendre, c'est une autre histoire. Le mental, il veut avant tout ne pas comprendre. Lorsque, néanmoins, en le mettant face à une vraie rationalité, il commence vraiment à comprendre et à se rassurer sur le fait que s'il accepte ces vérités premières, ces vérités fondamentales du genre, seul l'instant présent existe. Tout ce dont j'ai conscience est dans ma conscience, et ainsi de suite. Il y en a un certain nombre comme ça qu'on définit dans nos livres et qu'on enseigne à l'UFM, à l'Université francophone de métaquantique. Ben, toutes ces certitudes qu'il acquiert en tant que mental, il s'aperçoit que c'est en fait l'intérêt de l'ego. Et c'est ça qu'on essaye de lui montrer. C'est-à-dire qu'on essaye de montrer au mental que l'ego a tout intérêt à ce que le mental se réforme et qu'il accepte ces vérités que jusqu'à présent il refusait, dont il avait peur, qu'il faisait tout pour y échapper. Il y échappait longtemps. Et petit à petit, il s'habitue et après il n'a plus peur parce qu'il sait que c'est comme ça que l'ego va s'épanouir le plus. C'est comme ça que l'ego va résoudre ses problèmes psychologiques. C'est en acceptant les choses qui le dérangent, qui sont je suis un, je suis tout, et la matière n'existe pas, etc. Des choses que le mental ne peut pas accepter au départ. Bon, une fois qu'il les a acceptées, il s'aperçoit que l'ego en tire un immense profit, que c'est là qu'il va trouver de l'épanouissement, que c'est là qu'il va réaliser. Et le fait, par exemple,
de ne plus avoir peur de la mort, pour le mental, c'est une avancée considérable. C'est énorme pour l'être de dire, mais la mort, bah bien sûr, évidemment, on va mourir, et alors, c'est normal. On meurt à chaque instant déjà, mais pareil, le corps, il va disparaître tout seul. Mais le but, c'est d'en prendre un autre. Et puis le seul moyen d'être jeune à nouveau, c'est d'avoir un nouveau corps, évidemment. C'est des choses qui sembleront évidentes au mental et qui feraient qu'il se satisfera amplement du fait d'avoir accepté ces choses qu'au départ, il refuse. C'est ça, passer dans le supramental, c'est passer dans un niveau de compréhension de soi où on a compris pourquoi, bien qu'on est un, bien qu'on est tout, on a l'impression d'être au centre de l'infini. On a l'impression d'être au centre du tout. Il n'empêche qu'on est tout. Et que vouloir s'accrocher à l'idée qu'on est quelque chose ou quelqu'un en concurrence avec les autres, au lieu d'être en solidarité avec les autres, puisque si on est tout et qu'on est tous des égaux contenus dans la même conscience, ce qui est une évidence aussi que je ne vous démontre pas, mais on n'a pas le temps de venir sur tous ces genres de choses, bien, si vraiment on est sûr qu'on est un, et bien on sait qu'on est tous dans le même être, qu'on constitue le même être, qu'on est des égaux différents sur le même cheminement vers le même but, des étapes différentes de cette évolution, eh bien on sait qu'on a tous absolument besoin les uns des autres et qu'on ne peut pas enlever une personne ou un être de cet univers sans empêcher l'infini de se réaliser. Et c'est ce qu'on fait tout le temps en fait. On freine toujours la réalisation de l'infini, ça c'est normal, on la freine. Mais si on acceptait le fait que chaque ego qu'on rencontre est absolument indispensable pour que je puisse constituer mon propre ego, et mon ego est également indispensable dans cet infini, ben alors là, ça change complètement les relations entre les gens, et ça change complètement les relations entre les êtres à tous les niveaux, dans tous les règnes. Parce c'est comme ça qu'on devient chaman. Le chamanisme, c'est quoi? C'est la spiritualité normale de l'être humain. C'est la vraie spiritualité. Les religions, ce n'est pas de la spiritualité, c'est un petit peu de la spiritualité, mais c'est beaucoup du pouvoir, c'est beaucoup du mental. Mais le chamanisme, ce n'est pas du tout mental, c'est vraiment supramental. C'est la spiritualité normale dans cette dimension-là. Parce qu'il y a cette unité qui est reconnue en permanence avec le monde extérieur, avec les animaux, avec les plantes, etc. Et la communication qui s'établit avec tout ça. Parce qu'on est un avec tout ça. Donc le fait que le mental accepte un jour de reconnaître en fait ce que lui a toujours dit le cerveau droit, parce que le mental conscient, vous le savez, ça correspond au cerveau gauche, à la partie gauche du cerveau, qui se croit rationnel mais qui ne l'aime pas du tout, en fait, qui est matérialiste. Eh bien, ce mental, il est obligé de faire beaucoup de bruit, beaucoup d'agitation, beaucoup enfin, il fait tout ce qu'il peut pour ne pas entendre ce que lui crie le cerveau droit. Alors il suffit simplement que petit à petit, il se dise, ah bah oui, ce que me dit le cerveau droit, il vaut mieux que j'entende. Je vais l'entendre, et puis en l'entendant, il va y avoir une harmonie qui va s'établir entre le cerveau droit et le cerveau gauche. Et s'il y a une harmonie qui s'établit entre le cerveau droit et le cerveau gauche, il va y avoir évidemment une harmonie intérieure, mais il va y avoir aussi une créativité beaucoup plus grande. Vous le savez, les gens qui sont des grands créatifs sont des gens dont les deux cerveaux sont bien connectés. Et pour qu'ils soient bien connectés, il n'y a pas 36 solutions. Il faut que le cerveau gauche accepte d'entendre ce que lui dit à petite voix ce cerveau droit. Et pour qu'il accepte, il faut qu'il en ait plus peur. Et pour qu'il en ait plus peur, il faut simplement le rééduquer un petit peu. C'est-à-dire lui mettre en évidence des choses qu'il peut accepter, qui lui faisaient peur jusqu'à présent, mais qu'il peut accepter en comprenant que finalement c'est l'intérêt de l'ego de les comprendre. Et ça, c'est tout le travail de la métaphysique, c'est de faire en sorte que ce mental accepte ces vérités-là en lui posant des questions simples, des questions évidentes face auxquelles il ne peut pas ne pas répondre. Il est obligé, si on lui demande « Est-ce que je peux avoir conscience de quelque chose qui ne soit pas dans ma conscience ?» il est obligé de répondre non. Parce qu'il a une volonté de rationalité. Et s'il répond non, alors ça va tout changer.
Parce que si j'ai conscience de stylo, c'est que ce stylo est en moi. C'est pas qu'il est extérieur à moi. Ça a toujours existé, ce genre de relation. Ça a toujours existé. Vivekananda le disait, partout se tourne mon regard, c'est moi. Je suis cela. Vous connaissez ça. Eh bien, moi, c'est ce qu'on fait autant qu'on peut à l'UVFM, à l'Université francophone métaquantique. On essaye de mettre en évidence ces choses et d'aider les gens à se familiariser avec ce monde qui nous est promis, vers lequel nous allons de façon certaine, mais nous y allons à reculons, nous y allons contraints et forcés, et c'est douloureux. Et dans notre civilisation, Dieu sait si c'est douloureux, et si ça fait mal, s'il y a beaucoup de difficultés parce qu'on freine trop, eh bien, en réalité, on pourrait y aller volontairement, en sachant à l'avance où ça va nous mener, en sachant à l'avance qu'on n'aura plus peur de la mort du tout, qu'on n'aura plus de sentiment de concurrence les uns envers les autres du tout, qu'on aura complètement l'envie d'aimer son prochain comme soi-même, parce que c'est soi-même. C'est tout le bonheur que je vous souhaite en tout cas. En tout cas, si vous avez envie d'en savoir plus, je suis à votre disposition au stand là-bas, et je vous souhaite une très très bonne soirée.